Mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marie Le Guen, président, et Monsieur Christian Somat, délégué général de Résilience France. Résilience France est la nouvelle dénomination du Haut Comité français pour la résilience nationale, lui-même héritier du Haut Comité français pour la défense civile, créé en 1982 par Pierre Billotte et Maurice Schumann. Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. L'existence de Résilience France n'avait bien entendu pas échappé à notre mission d'information, mais nous avons jugé préférable de vous entendre alors que nos travaux sont déjà avancés. Vous nous expliquerez l'histoire de votre association, son mode de fonctionnement, l'étendue de son champ d'intervention, mais nous serons également heureux d'échanger avec vous sur la conception de la résilience que vous développez, sur les modes d'action que vous préconisez, et enfin sur le regard que vous portez sur les travaux de notre mission d'information. Monsieur le Président Le Guen, vous êtes ici un peu chez vous, puisque vous avez été longtemps député de la 9e circonscription de Paris, celle dont notre collègue Bontan, membre de la mission d'information, est aujourd'hui l'élu, puis secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Conformément à l'usage, je vous propose donc de prendre la parole pour une intervention liminaire d'une dizaine de minutes, et nous poursuivrons ensuite les échanges sous la forme de questions et réponses. Vous avez la parole. Présidente, voilà, ça y est, j'ai trouvé le bon bouton. Merci beaucoup. Je suis effectivement président de Résilience France depuis 18 mois. Et il se trouve qu'en tant que parlementaire, vous avez eu la gentillesse de rappeler cette activité, cet engagement qui était le mien. J'ai eu l'occasion de travailler avec le Haut Comité, notamment dans les années 2000. 90 et 2000, ce qui d'ailleurs m'avait amené le Haut Comité à réfléchir beaucoup sur les problématiques de pandémie, du risque de pandémie, et ce qui avait été l'occasion, en tant que on avait mené une mission là-dessus, notamment après le SRA, c'est d'intervenir auprès des pouvoirs publics, en l'occurrence la présidence de la République, pour insister sur la nécessité de se préparer à des plans pandémie. Et d'ailleurs, la présidence, à l'époque, avait répondu de façon tout à fait favorable et proactive. Et c'est ainsi que, quelque part, avaient été réactivés à ce moment-là les premiers plans face au risque pandémique. On était dans les années 2004-2005. Après, il s'est passé d'autres choses sur lesquelles je ne reviens pas et qui ont amené à ce que les postures de préparation de l'État évolue pas toujours de façon positive. Alors, vous avez eu l'amabilité de rappeler l'histoire, et effectivement, le Haut Comité pour la défense civile, qui était la nomination première, est né quelque part dans un contexte de guerre froide, avec une problématique de la nécessité d'organiser la défense civile face à un risque nucléaire qui était existant. Et c'est comme ça que Maurice Schumann, d'une part, le général Pierre Billotte, d'autre part, ont été, en tant que parlementaires, le sénateur et le général Pierre Billotte, qui était député, je pense, à ce moment-là, du 12e arrondissement de Paris, s'était mobilisé autour de cette problématique, qui d'ailleurs avait, à l'époque, mais je ne vais pas être trop long, là, été un peu discutée, parce que si... on se dit, enfin, il y avait certaines réflexions stratégiques qui posaient, si on fait une défense civile face au nucléaire, c'est qu'on accepte l'idée d'avoir une première frappe sur notre sol, etc., etc. Bon, je ne reviens pas, mais à chaque fois, il y a des questions un peu stratégiques qui sont posées. Alors, nous avons, l'association a évolué, évidemment, en ayant une approche beaucoup plus générale des risques, en insistant évidemment sur toujours des risques liés à des confrontations d'ordre militaire ou d'ordre, en tout cas, de souveraineté nationale et de défense nationale, mais aussi, à partir de là, avec des risques industriels et des risques divers, et évidemment les risques biologiques que nous connaissons en ce moment en font partie. Nous sommes donc... nous avons dérivé vers... cette association a toujours fonctionné avec une articulation assez forte avec l'Assemblée nationale, ou le Parlement, plus exactement, notamment le Sénat avait un rôle assez important, les collectivités territoriales, les entreprises principalement concernées, un certain nombre d'acteurs de l'État, et puis un certain nombre de personnalités, évidemment, et d'experts qui s'intéressaient à ces questions.
C'est plus difficile aujourd'hui, je le signale, les relations avec le Parlement, parce qu'il y a des problèmes, les parlementaires, notamment en raison de tous les problèmes de compliance, de contradiction d'intérêts, etc., sont très hésitants à s'engager dans notre association. C'est pour ça qu'il a été fait appel à un ancien parlementaire qui avait fréquenté cette association pour l'animer il y a 18 mois. Et c'est évidemment bien volontiers. Alors, nous travaillons là-dessus. Je laisserai notre délégué général, Christian Somade, et je vais aussi vous présenter Lauriane Abria, qui est notre délégué général, présente dans notre association, pour vous dire combien nous sommes impliqués d'ores et déjà dans tous les risques qui sont aujourd'hui évolués, que vous avez mis vous-même en exergue dans vos réflexions, que nous travaillons avec le SGDSN, qui a longtemps été un partenaire tout à fait prioritaire de notre structure, et nous sommes d'ailleurs en ce moment en train de lui remettre un rapport pour que lui-même et les pouvoirs publics remettent une décision, enfin une réflexion sur un plan. Je pense que vous en êtes évidemment au courant et que votre mission aura à s'articuler avec cette réflexion. Peut-être on pourra dire même d'une façon un peu plus précise d'une part, mais aussi plus encore officieuse, n'est-ce pas, les éléments de travail que nous avons avec le SGDSN. Le deuxième axe, évidemment, j'ai parlé des collectivités territoriales, et nous sommes les porteurs d'un label résilience depuis maintenant des années, visant à promouvoir et à reconnaître les collectivités territoriales qui adoptent un certain nombre de dispositifs, de dispositions de résilience. C'était le pavillon orange. Et nous avons eu le plaisir de voir la ministre Barbara Pompili reprendre la problématique du label des collectivités territoriales comme étant un élément tout à fait fondamental de sa politique de mise en place de culture de la résilience, et pour ça de reconnaître notre propre label. Et donc nous sommes en discussion aujourd'hui avec son ministère pour voir comment le label qui est le nôtre peut devenir un label de reconnaissance aujourd'hui pour l'ensemble des collectivités territoriales. Nous sommes évidemment très ouverts à la fois par intérêt intellectuel, mais aussi pour mettre en place des politiques cohérentes au sein de l'Europe. Nous travaillons notamment à un projet qui s'appelle Coral pour Community Resilience Assessment Label, qui donc à nouveau reprend cette problématique du label et de la préparation avec les autorités européennes. Voilà. J'ai déjà été trop long parce que je crois que l'intérêt, évidemment, c'est qu'on puisse répondre à vos questions. Nous vous présentons différents documents, mais auparavant, Christian Somade va répondre à un certain nombre de problématiques que vous nous aviez posées. Et puis, nous vous avons déposé un certain nombre de documents qui, de toute façon, répondront peut-être encore plus précisément et concrètement aux questions qu'éventuellement vous pourrez vous poser. Merci. Bien. Monsieur Somade, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Non, juste pour vous dire que dans ces documents, nous avons travaillé sur deux aspects. D'une part, une approche de la résilience, parce que finalement, ce mot, il est un peu galvaudé aujourd'hui et très, très, très utilisé, sans vraiment que l'on sache le paramétrer, si je peux m'exprimer ainsi, à sa bonne dimension en fonction des sujets que l'on traite. Donc je me suis permis de remettre un petit peu, je dirais, quelques définitions sur les champs de la résilience avec le concept de résilience individuelle versus le concept de résilience collective, et puis sur les formes de la résilience, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui de résilience organisationnelle, c'est-à-dire la capacité d'absorber un choc avec des techniques que sont l'analyse de risque, la planification, la prévention, la préparation,
la veille, l'alerte, la gestion de crise, la continuité d'activité, la pause de crise, le rétex, le beat back baker, comme on dit aujourd'hui. Donc tout ça, c'est vraiment de la résilience organisationnelle, c'est comment on absorbe un choc et comment on le traite. Et puis la résilience structurelle, qui est beaucoup plus liée au changement, aux adaptations de notre société, que ce soit évidemment au premier chef le changement climatique, dont évidemment on parle beaucoup avec raison, donc mais pas seulement. Et donc c'est tout ce qui est lié à l'anticipation, à la prospective des scénarios, des effets cascades, parfois de crise systémique. Ça a trait également à la réduction des vulnérabilités et à l'adaptation dynamique de ces changements environnementaux et sociétaux, parce que lorsqu'on fait un plan, souvent on le pense avec les moyens du jour, on va l'appliquer dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc il faut avoir un concept de révision dynamique de la planification qui existe peu aujourd'hui et qui fait défaut, on le voit. Et donc c'est l'ensemble de ces deux plans, de ces deux pans, pardon, de la résilience qui fait une planification de résilience. Et ça, c'est important. Alors il y a beaucoup de termes de résilience technique, résilience psychique ou psychologique, cher au professeur Cyrulnik, mais il y a aussi la résilience des matériaux, la résilience écologique. Là, on en a une dizaine, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce qui est important, je pense, en matière de résilience, c'est de parler de valeurs, donc les valeurs intrinsèques nécessaires à l'approche de ces questions-là, et puis les valeurs positives et objectives, et je vais peut-être me positionner là-dessus, parce que finalement, qu'est-ce que l'on cherche avec les politiques de résilience? On cherche à la réduction de l'impact humain des désastres, la réduction des coûts des catastrophes, et ça, c'est les objectifs des Nations Unies, vous savez, dans la Disaster Risk Reduction Policy, et puis la réduction des stress des organisations et des populations, puisque les crises engendrent des stress et effectivement posent des problèmes de toute nature. Donc réduction des désordres, et puis essayer par ces dynamiques de résilience, d'insuffler une dynamique de progrès face à la complexité ou face au risque. Et je pense que c'est une espèce d'assurance sociétale, si vous voulez, face au développement ou face au risque, parce que effectivement on ne peut pas tout gérer. La technologie va tellement vite aujourd'hui que les gens ont une certaine peur du lendemain, et je pense que des politiques de résilience peuvent être des balances, si je peux m'exprimer ainsi, ou des contre-aspects de ces risques. Donc il y a des bénéfices coûts importants pour la résilience, je le pense. Bon, vous savez que les Nations Unies donnent un rapport de 1 à 6 pour tout ce qui est politique de prévention des risques, mais lorsqu'on va sur la résilience, à mon avis, il n'y a pas d'études macroéconomiques, à ma connaissance, qui existent. J'en ai pas vu sur des politiques de résilience très globales, mais je pense qu'on peut attendre des résultats bien supérieurs à celui de 6, peut-être l'ordre de 10, 20, mais ça mériterait des études dans ce domaine qui n'existent pas, à mon sens. Enfin, à ma connaissance, plutôt. Voilà, alors après, on a essayé de préparer quelque chose sur la situation de la France en matière de gestion des très grands risques, et comme c'est des sujets que vous travaillez au sein de votre mission, je me suis permis de reprendre une présentation que j'avais faite à l'Inspection Générale de l'Administration, à sa demande, en janvier 2019, que j'ai un tout petit peu dépoussiéré, mais très peu, qui était... quels sont les 10 signes noirs, ce vocabulaire du Black Swan, donc quels sont les 10 scénarios sur lesquels, méga catastrophiques, ce que moi j'appelle les méga chocs, hein, le Covid en est un, c'est-à-dire globalement des situations dans lesquelles on est à des coûts, je ne parle pas des coûts humains parce que ça peut varier, mais ne prenons que le coût économique, de l'ordre de 50 à 100 milliards ou plus. Alors on parle de la crue centenale, on parle du Covid, puisqu'on est là, on est pas loin de 200, si j'ai bien compris, mais il y en a d'autres. Et donc on a pris les 10 scénarios et on a essayé de montrer là où il y avait des sujets. Et on retrouve toujours un peu les mêmes points, si vous voulez. Donc sans rentrer dans le détail des scénarios que vous avez dans le document, je pense que c'est intéressant de voir la culture française de gestion de crise à travers ses points forts et ses points faibles. Et puis je terminerai là-dessus. Les points forts, c'est un cadre juridique puissant, d'assez grandes ressources publiques, civiles et militaires, même si celles-ci ont tendance à, là ou ailleurs, se limiter. Un système sécuritaire et de santé assez professionnel, mais aussi limité quantitativement. Et une présence territoriale de l'État quand même assez forte, même si sur certains plans de sécurité civile, de planification, on voit quand même des faiblesses apparaître au plan territorial. Donc, très nombreuses collectivités locales, donc une grande proximité du citoyen avec un échelon public, un système de commandement unique, des grands opérateurs d'infrastructures, un système européen de protection civile qui est très performant quand même, mais
toujours limité, et un bénévolat qui est large et généreux, puisque notre pays a quand même pas loin de 80 000 bénévoles dans le secours et pas loin de 200 000 bénévoles dans les associations, je dirais, plus larges, sociales, etc. Une solidarité donc sociétale forte, mais on a des points faibles. Et ces points faibles, c'est un peu toujours les mêmes. On a une culture assez régalienne et peu sociétale de la démarche de gestion de crise. Nous avons une culture de prévention technique, mais pas beaucoup de préparation. Quand je dis de préparation, ça veut dire se préparer aux situations d'exception par la planification, bien évidemment, mais aussi par les exercices qui sont assez faibles en France. Et on a donc une culture qui est basée plus sur la réaction, où on dépense beaucoup, et très peu sur l'anticipation, où on ne dépense pas. Donc, si vous voulez, à chaque fois, on est surpris et on dépense beaucoup d'argent pour pas grand-chose, finalement. Donc, on a un système pyramidal très hiérarchisé, mais des moyens très limités, notamment en gestion de crise dégradée. On a vu sur les dom-toms. Une culture de l'homme prévidentiel plus que des équipes. Hein. On met le préfet. Alors, je n'ai rien contre les préfets, ne croyez pas ça. Mais le préfet, c'est l'alpha et l'oméga de la gestion de crise. C'est pas possible. C'est pas possible. Il dort, le préfet. Il mange, le préfet. Et il va aux toilettes, le préfet. Donc, si vous voulez, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Je pense qu'on ne fait pas participer la notion d'équipe. Voilà. Des process minimums, on écrit très peu. Par rapport à d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, nous écrivons pas. Les plans sont très, très, très légers et il y a très, très peu d'informations là-dessus. Des exercices qui sont souvent confinés à la démonstration plus qu'à l'exercice, des évaluations faibles et en circuit fermé, peu ou pas de mémoire, un énorme turnover des personnels qui n'engagent pas à la capitalisation, c'est le moins qu'on puisse dire, et des collectifs et des entreprises qui sont peu incluses dans le dispositif de gestion de crise publique, et donc une population qui est assez méfiante finalement sur ces sujets-là. Voilà, donc ça c'est un peu le constat. Et à partir de ce constat, on a fait quelques propositions que je vous laisserai lire, mais moi une des premières propositions, je pense, c'est le mental, ça peut arriver. Je pense qu'avant le Covid, ça ne pouvait pas arriver. Vous parlez de grands scénarios, bon, vous me parlez de trucs qui n'arriveront jamais. Passons à autre chose. Aujourd'hui, ça change un peu, mais c'est pas encore tout à fait fixé, je pense. Et il faut des doctrines. Et puis, imaginez ce que moi j'appelle les plans extrêmes, c'est-à-dire les scénarios les plus extrêmes qui ne sont aujourd'hui pas très étudiés ou pas vraiment travaillés, et sur lesquels il y a une nécessité de concentrer une réflexion, parce que la situation serait tellement dégradée que ça nécessite une toute nouvelle approche par rapport à la planification traditionnelle. Et là, on n'a rien. Je vais être très franc sur ce que j'appelle moi les scénarios extrêmes, on n'a rien. Donc il y a une réflexion. Alors on va dire, ah oui, mais vous voyez tout en noir, etc. Oui, mais enfin, le boulot justement de la résilience, c'est de voir tout en noir. Je suis désolé. C'est bien l'objectif. Ça commence par ça pour arriver à quelque chose de plus joyeux. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, monsieur le délégué général. Madame, vous voulez ajouter quelque chose? Non, ça va. Vous aviez des questions ou le rapporteur? Monsieur le rapporteur. Merci, madame la présidente. Échanger. En tout cas, c'est très riche de pouvoir échanger avec vous parce que, pour le coup, vous êtes en plein dans le sujet de notre mission. Enfin, on a eu parfois des auditions où on s'est demandé parfois le lien avec la résilience, mais là, pour le coup, vous êtes en plein dans le sujet de la mission. Et par ailleurs, vous avez une profondeur à la fois, votre président et l'association, une profondeur temporelle qui vous donne un regard assez singulier sur ces sujets de résilience qui sont devenus par la suite à la mode. Et on préfère toujours l'original à la copie. Et je pense qu'on peut considérer cette audition vraiment comme une prise de contact. Et sans doute, nous aurons l'occasion de continuer à cheminer ensemble pour essayer de construire ensemble une vraie stratégie française de résilience. Alors, j'ai bien noté que vous aviez été créé face au risque nucléaire et hier, j'échangeais avec avec certaines personnes du ministère de la Défense et qui me faisaient le même retour par rapport à la résilience que la question qui s'était posée à l'échelle du nucléaire. C'est penser une stratégie de la résilience, c'est déjà admettre qu'on n'a plus la puissance, on me disait. Et moi, je m'inscris un peu en faux contre cette idée, dans le sens où... déjà, on peut être attaqué avec des problèmes d'attribution. On ne peut pas forcément savoir qui nous attaque. Parfois, on n'est
pas forcément toujours en mesure de réagir. Et au-delà de la menace géostratégique, il y a également les risques auxquels nous sommes confrontés. Et on est dans une société de plus en plus confrontée, puisque de plus en plus dépendante à la technologie, de plus en plus dépendante au flux. Et on l'a bien vu, on en a eu un peu un avant-goût avec la crise sanitaire. Sans parler de l'hybridation des conflits et le retour de la haute intensité des conflits majeurs. Et on sait qu'aujourd'hui, si on est confronté à un ennemi, même loin d'ici, le territoire national sera sans doute impacté. Et on aura beau avoir la meilleure armée du monde, si la nation est à genoux, ça ne servira pas à grand-chose. D'où l'intérêt de travailler sur ces questions de résilience. En tout cas, c'est notre approche. Alors, j'ai envie de vous poser une première question d'ordre très général et ensuite, voilà, vraiment pour poser le décor. En fait, vous avez déjà fait énormément de travail. En quoi, selon vous, cette mission d'information peut être utile au pays ? Qu'est-ce que vous en attendez à titre personnel ? Il faut rendre... D'abord, il faut que cette culture diffuse, c'est-à-dire qu'il faut que nos concitoyens, d'une part, mais les pouvoirs publics aussi, se fassent une sorte d'impératif moral d'avoir une problématique de la résilience, étant entendu que il faut que, d'une part, les pouvoirs publics cessent d'avoir une vision régalienne, top-down, comme on dit, et articulée autour de l'autorité, dont la symbolique est évidemment le squelette de l'État et le préfet, pour aller vers quelque chose de plus collaboratif, et donc et comprendre que la résilience n'est pas le fait que de l'État, mais elle est de la société, et si elle est le fait de la société, elle est faite donc de l'individu, des collectivités de travail ou des collectivités territoriales, et de l'ensemble de ces collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'il y a, et de l'ensemble, si je n'employais un mot qui peut être évidemment mal compris, mais des problèmes de communauté qui peuvent exister à un moment ou à un autre dans notre pays. Donc ça, je pense que, l'idée de la résilience, l'idée qu'il peut y avoir des chocs, que l'on est dans une société complexe, qui multiplie d'un certain point de vue, elle multiplie les protections, mais elle multiplie les risques. Et en multipliant les risques, il faut savoir défendre. Bon. Et que donc cette problématique doit être portée, elle doit être portée par tous. Avec donc l'introduction de cette problématique collaborative qui fait de l'État, là aussi, il y a une réflexion induite sur la transformation de l'État, parce qu'il y a un État qui doit faire preuve d'autorité et de décision, il n'y a pas de doute là-dessus, mais en même temps, il faut que l'État sache qu'il doit être quelque part un animateur, ou qu'il sache être un animateur, car on ne voit pas bien qui pourrait se substituer à lui pour être l'animateur. Mais on ne voit pas comment on peut simplement se contenter de l'autorité. Donc il faut être dans l'animation. Ce qui est dans l'animation de réseau, justement de cette congruence des résiliences qui peuvent exister sur les territoires, dans la population, etc. Donc je pense que ça, ce sont les deux conceptions qui doivent être présentes. Je me souviens dans cette même salle d'un exercice extrêmement pénible en 2009, quand il y avait eu une mission d'information sur le retour d'expérience sur la crise pandémique et grippale. Et donc, honnêtement, moi, j'étais membre de cette mission et je m'étais mis en retrait parce que c'était absolument impossible de discuter, avec tout groupe confondu presque, sur le fait que, par définition, c'était grotesque et ridicule ce qui avait été fait. Bon, il y avait sans doute des erreurs. Moi, j'étais très critique sur la manière dont la crise avait été gérée, mais il n'y avait aucun recul sur l'idée que, quelque part, il était légitime de se préparer, qu'il peut y avoir effectivement des préparations qui ne servent à rien à un moment donné. Voilà. Et on en a tiré d'ailleurs des conclusions qui étaient quand même tout à fait, enfin, en grande partie erronées. Pas complètement erronées, mais en grande partie erronées. Donc, vous voyez bien que si on se remet 10 ans en arrière, enfin 10-12 ans, il faut rendre la culture. Après, tout le monde, évidemment, dit « Mais comment est-il possible que la France que l'État n'ait pas pris en compte tous ces moyens de préparation ?»
Bon, dont acte. Mais n'oublions pas que cette même opinion publique et les parlementaires qui avaient relayé à l'époque cette opinion publique avaient un regard qui était unilatéral, qui était tout ça ne sert à rien, ce qui était, me semble-t-il, tout à fait exagéré. On aurait mieux fait d'avoir un vrai retour d'expérience, et d'ailleurs, ça me permet de dire qu'il serait utile d'avoir de vrais retours d'expérience qui ne soient pas le lieu de la polémique stupide et des démonstrations de muscles, mais à contrario, qui ne soient pas non plus l'autosatisfaction des uns et des autres, puisque quand on regarde de près, voit bien qu'il y a eu des gros sujets de préoccupation. On parlait là encore, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objet, mais par exemple, la culture du retour d'expérience, voilà, il faut progresser sur ce type de culture, qui sont des cultures un peu sophistiquées, évidemment, hein, mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre pays. Christian ? Moi, je voulais répondre directement à votre question. Je pense que le Parlement a toute sa place dans la définition de la politique de résilience de la France, même si l'État a une mission de conception et d'exécution. Je pense que le Parlement a au moins une mission d'incitation, de proposition et de contrôle. Donc là, je vois que votre mission est tout à fait dans ce scope. Donc là, je pense que c'est important d'avoir les idées claires, parce que comme je le disais un petit peu, ce mot il est assez galvaudé et les gens confondent beaucoup de choses. Et donc il y a vraiment besoin d'une pédagogie extrêmement importante sur cette terminologie. Qu'est-ce qu'on va y mettre dedans et à quoi veut-on arriver? Parce que c'est une fusion de nombreuses politiques publiques, finalement, la résilience. Hein, c'est une réelle fusion. Donc, qu'est-ce qu'on peut estampiller entre là aussi, enfin, je ne veux pas dire, mais on pourrait imaginer que certains projets de loi ont un label résilience et d'autres pas, si vous me permettez. Donc, il y a vraiment une notion de fléchage, de politique cohérente et globale de résilience à travers de nombreux. Et moi, dans le petit texte que je vous ai proposé, j'ai insisté sur le concept de décision résiliente. Parce que la résilience, ça coûte. De toute façon, ça coûte financièrement. Quand vous prenez une entreprise, ça veut dire quoi? Alors, je prends une entreprise, mais ça veut dire un peu plus de stock pour absorber un truc. C'est un peu plus de personnel, ou c'est pas ce qu'on appelle, c'est l'opposé du lean management. Donc, ça veut dire des coûts supplémentaires. Donc, ces coûts supplémentaires, il faut les accepter. Alors, on les accepte par rapport à la criticité du service ou de l'action entreprise. Et donc, dans ce cadre-là, ce critère de criticité devrait être aussi un critère qui devrait permettre de qualifier, si vous voulez, des entreprises avec des règles peut-être comptables ou des budgets d'investissement qui soient fléchés résilience. Et donc, qu'il y ait des dispositifs fiscaux ou des dispositifs, je dirais, de financement particuliers. Parce que si on ne met pas d'argent au bout de la résilience, il ne se passera rien. Je veux dire, le business sera as usual dans toutes les couches de la société. Donc c'est une vraie politique très globale qui convient de mettre en place, mais elle n'existe pas. Donc ça ne va pas être simple de convaincre, parce qu'on touche effectivement beaucoup de domaines. Alors, je voulais revenir également sur la question que vous avez posée sur la problématique de la résilience en termes de défense nationale. Là, donc sur le côté militaire de la chose, très rapidement, il est certain on en a fait tous le constat que l'abandon du service militaire éloigne la population générale des questions de défense. C'est un peu dommage, mais c'est un sujet extrêmement important en termes de sécurité nationale, de sécurité du pays. Donc je pense que là aussi, il y a un travail, et c'est le rôle, absolument, et c'est tout à fait les réserves, et qu'elles soient d'ailleurs citoyennes ou réserves opérationnelles, sont une des composantes tout à fait essentielles de la résilience des forces, parce que c'est la permanence, c'est la haute intensité, c'est beaucoup de monde, donc voilà. Donc ça, mais c'est aussi des budgets. Voilà. Oui, Christian a raison d'insister sur le rôle du Parlement, parce que, pour dire les choses, il y a quand même une culture régalienne du secret, de la confidentialité extrême, qui est justifiée dans certains cas, mais qui ne l'est pas au total, toujours.
Donc il faut que le Parlement soit capable, quelque part, de forcer à ce tri. Qu'est-ce qui doit être très exposé? Qu'est-ce qui doit être plus protégé? Parce que je ne prétends pas à une règle de transparence absolue du tout. Lorsqu'on parle de l'ensemble des risques, évoqués notamment tout à l'heure par le rapporteur, il y a des choses qui touchent à la défense nationale, il y a des choses qui touchent à des éléments très complexes, mais le rôle du Parlement doit être, à mon avis, très, très intense sur ces sujets, surtout que, comme le disait Christian, on touche à l'arbitrage entre le court terme et le long terme, et que, évidemment, l'exécutif, par définition, a une tentation d'être ramené au court terme en permanence, parce qu'il est confronté lui-même. Donc le rôle du Parlement, de ce point de vue, est effectivement potentiellement très important. Je vais me permettre juste, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion et promis, c'est ma dernière question, on n'a pas souvent l'occasion d'échanger avec des responsables politiques ou des anciens responsables politiques. Une question assez politique, finalement, d'une certaine manière, parce que j'ai bien noté que vous indiquiez une culture régalienne, une culture non sociétale. Et est-ce que, finalement, ce qui ne nie pas le plus à la résilience en France, c'est justement l'héritage d'un État fort, d'un État qui est réputé tout savoir-faire, d'un État-providence, ce qui fait qu'on peut retrouver des touristes en basket sur le Mont Blanc, puisque si j'ai un problème, les CRS ou les pompiers viendront, ce qui font que quand les carburants augmentent, tout le monde se retourne vers l'État en disant « mais comment se fait-il, vous ne faites rien ?» Et puis, d'ailleurs, c'est pas nouveau, je me rappelle déjà Lionel Jospin qui disait « l'État ne peut pas tout », ça avait été très compliqué pour lui, que ce soit pour des questions de privatisation, pour des questions de crue. On a cette culture en France de l'État qui peut tout, de l'État omniprésent, omnipotent. Et donc, j'ai envie de vous poser deux questions très politiques. Selon vous, la population est-elle prête à entendre le fait que parfois les capacités de l'État peuvent être dépassées et qu'on a besoin d'associer plus largement les uns et les autres pour faire face à des situations extrêmes? Et une question encore plus politique, j'allais dire, est-ce que pour vous, il y a des visions différentes de la résilience en fonction de son bord politique, en fonction justement du rôle qu'on se fait de l'État? Évidemment, pour ce dernier élément. Sur le premier élément, je pense qu'il y a une évolution de la société, une maturité qui fait qu'il y a une partie de la population qui est capable d'entendre un certain type de discours, étant entendu aussi qu'il faut que l'État ne soit pas lui-même Il y a un État profond, ça a été dit par d'autres que moi, et cet État profond, il a la tendance à garder les choses pour lui et à se mettre au-dessus de la société, pensant qu'il est le seul défenseur de la société. Ça existe, ça, c'est présent partout. Et quand je parlais de la campagne sur la grippe en année 2009, on avait bien vu comment l'État profond avait pris la main, en quelque sorte, sur des dispositions préalables qui étaient beaucoup plus, justement, sociétales. Et quand on s'est dit « Oh là là, ça va être sérieux », alors là, c'est tombé de façon verticale, on a militarisé, entre guillemets, fortement le projet. Ça a été d'ailleurs rejeté par la société. Il se trouve que l'épidémie n'a pas été, heureusement, à la hauteur de ce qui était craint. Et donc, la militarisation, excusez-moi, de cette exagération du propos a été ressentie comme étant une agression. C'est-à-dire que la réaction de l'opinion publique, des politiques, etc., a été à la mesure aussi de cet aperçu d'une intervention extrêmement dure et avec un état d'esprit particulier, mettant assez peu en résonance. La manière dont on avait écarté les médecins libéraux traduisait ça. Même si sur le fond, c'était peut-être pas faux. Hein. La preuve en est, c'est comment ça a été géré dans la pandémie que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je fais la part des choses. Tout n'est pas faux dans la prise de position, enfin, dans l'existence d'un État régalien. Tout n'est pas faux, hein, évidemment. Mais, bref, je pense. Alors, après, il y a une nature aussi du débat politique, où on connaît sur tous les sujets, où les politiques sont censés répondre à tout moment, à toute question, à toute sollicitation, avec une exacerbation de l'expression de la frustration qui fait que l'État répond. Et je pense qu'il faut que les politiques, quels qu'ils soient, prennent cet état de respiration sur le fait que
Bien oui, il faut pouvoir répondre que il n'y a pas forcément une réponse immédiate à tout, que toutes les frustrations, il y a des frustrations qui peuvent exister dans la société. Ça demande du doigté et de la pédagogie, puisque vous avez eu raison de rappeler que ceux qui ont eu des formules trop lapidaires se sont retrouvés ensuite soumis à la critique. Alors après, sur la sensibilité politique, bah oui, indiscutablement. Il y a deux axes sur lesquels on peut faire varier le curseur. Il y a ceux qui pensent que tout ça et tous les problèmes auxquels on parle ressortent pour beaucoup de la responsabilité individuelle et non pas de la responsabilité sociétale. Et puis un autre courant qui est de dire tout ressort de l'État plutôt que tel autre. Il arrive même d'ailleurs que ceci aboutisse à des... Enfin, il faudrait qu'on ait une réflexion qu'on ne peut pas avoir à chaud parce qu'elle serait trop polémique, mais il y avait encore une manifestation sur le pass sanitaire, il se passe des choses, etc. dans la société. Parce que autant, moi je milite, et nous militons pour une résilience de nature sociétale, mais on ne pourra pas ne pas avoir une réflexion menée, y compris au plan scientifique par les ressources humaines, sur la manière dont un certain nombre de discours qui nous estimons étant parfaitement rationnels et assez structurés, ne sont pas pris et acceptés par des franges de la population. Voilà. Et donc ça, alors après, il y a des explications simplistes qui parfois sont une grande partie de vérité, mais ça ne suffit pas. Bon, voilà. Donc on voit bien qu'il y a derrière tout ça quand même des conceptions qui ne sont pas que des gens qui ne savent pas, etc. Mais il y a des conceptions qui sont d'ordre socio, psychologique, etc., qui renvoient éventuellement à des visions politiques de la société, hein, sur une certaine forme d'anarchisme poussé jusqu'au bout. Enfin, je ne vais pas faire le débat maintenant, mais il y a et en plus des anarchismes qui ne sont pas forcément du côté où on les attend, qui surgissent plutôt de l'autre côté de l'échiquier. Donc, ce serait trop long à rentrer, mais oui, il y a de la matière d'études sociales et psychologiques, et oui, il y a derrière tout ça une réflexion politique à avoir. Ce qui montre d'ailleurs, mais c'est un autre sujet, c'est que les cadres politiques sont profondément transformés aujourd'hui par rapport à des repères classiques, ce qui ne veut pas dire que les repères classiques n'existent plus, mais en tout cas, il y a un surgissement de questions de société qui viennent bousculer complètement les repères classiques, et les gens ne s'y retrouvent pas, etc., et les politiques non plus d'ailleurs. Donc voilà, je réponds un peu longuement à votre question, et encore de façon... Si je peux juste donner un témoignage, ce sont les maires. C'est très intéressant quand vous parlez des plans communaux de sauvegarde, vous dites aux maires, alors qu'est-ce que vous allez faire? Parce que j'en ai croisé quand même beaucoup depuis 10 ans. Oh, écoutez, si ça va trop mal, de toute façon, le préfet, il prend la main. Bon, voilà. Donc, et le citoyen, c'est pareil. Hein. J'appelle le maire si ça va pas, quoi. Voilà. Donc, on est toujours dans une cascade où quelqu'un va venir vous aider. Bon, j'appelle le 18, j'appelle le 17, j'appelle. Voilà. La seule chose, c'est qu'en matière de crise générale, ce que j'appelle une crise générale, une crise un peu structurée, globale, il n'y a plus tout ça. Et donc les gens ne savent pas se débrouiller tout seuls. Et donc il y a une vraie culture, je dirais, de la culture du risque, hein, ce que Barbara Pompili appelait la culture du risque à très juste titre, qu'il faut vraiment développer dans ce pays. Et ça, c'est essentiel, parce que ça sera un lien aussi social important au moment critique. Donc le fait que... Et c'est des choses de base, 72 heures d'autonomie alimentaire et de première nécessité, il y a des choses de base. Et je peux vous dire que je regarde, je vais assez souvent, enfin j'ai beaucoup été aux États-Unis, j'ai même vécu sur ces questions-là. Les problèmes que rencontre la FEMA aujourd'hui, parce que j'y étais encore, alors pas en 2021, mais en 2019, pardon, c'est la résilience financière. C'est-à-dire que les gens qui sont soumis aux catastrophes, comme ils sont payés souvent la semaine, n'ont pas de résilience financière. Donc la FEMA va payer pendant 1 an ou pendant 2 ans des gens, parce qu'il n'y a pas de couverture sociale, mais qu'au titre de la catastrophe, on va les prendre en charge socialement, parce que c'est le seul moyen.
Oui. Donc on voit bien les liens, si vous voulez, entre la structure sociale et la gestion de la catastrophe. Et quand même, les États-Unis, c'est pas le tiers-monde. Hein. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a un travail extrêmement important. Alors nous, on a l'assurance, on a la CatNat, mais les gens ont l'habitude. Ah bah c'est inondé, ça sera payé. À la limite, on changera le frigo, ça sera très bien. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la responsabilité, effectivement, comme vous le notez, elle est souvent décorrélée parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour payer, il y aura toujours quelqu'un pour nous aider, il y aura toujours quelqu'un... Voilà. Et donc là, il faut quand même responsabiliser un peu plus, je pense, la population en regard des risques et des systèmes qui nous attendent. Donc ça aussi, ça fait partie de la politique de résilience, même si il faut bien évidemment assister les populations sinistrées et les aider. Et ça fait partie aussi de la résilience que de reconstruire les dispositifs. Discours et de réalité est profondément anxiogène et donc peut créer des réactions politiques de refus ou d'évitement de cette problématique anxiogène. Parce qu'on peut dire quand même, là on sort du cocktail, mais enfin, un des traits dominants de la société française aujourd'hui, et peut-être des sociétés occidentales, c'est quand même d'être travaillé par des angoisses très puissantes qui aboutissent à des comportements divers d'ailleurs, mais qui sont tous problématiques. Hein. Oui, les comportements peuvent être aussi rationnels dans un sens que dans l'autre, on est bien d'accord. Merci à tous les deux. Donc, je vais donner la parole à Carole Bureau-Bonnard, députée de l'Oise. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, messieurs. Merci pour... j'allais dire des propositions déjà tout de même de travail, ce qui justement est notre intérêt aussi durant cette mission, de pouvoir savoir à quoi nous allons pouvoir être utiles ensuite. Mais il n'y a pas de mais d'ailleurs. Je suis tout à fait d'accord d'ailleurs avec vous sur le côté de la responsabilisation que nous devons peut-être avoir et surtout faire en sorte que nos générations actuelles et les futures générations puissent avoir, puisque peut-être que nous avons été élevés, je parle à mon âge, sur justement le côté l'État peut tout faire pour nous ou va faire au maximum pour nous, et peut-être quelques personnes oublient que l'on peut par soi-même régler certains problèmes, ou en tout cas peut-être être aussi force de proposition. Et c'est vrai que nous ne sommes pas souvent dans une culture de prévention, quel que soit, on parle de santé, Madame la Présidente sera d'accord avec moi, on a du mal à être dans la prévention au niveau de la santé, du coup on a du mal à être dans la prévention sur l'ensemble des risques qui peuvent arriver chez nous. J'avais donc quelques éléments. Est-ce que des sortes d'exercices, vous avez parlé de la réserve citoyenne, bien sûr, qui serait très utile, mais qui correspond à une toute petite partie de la population. Est-ce qu'il ne faut pas faire des exercices comme on le fait à l'école, lorsque, dans les écoles notamment, pour toutes sortes de risques qui peuvent être liés, bien sûr, sur un lieu Céveso, ou lorsqu'il y a un problème de feu ou autre, bien sûr. Est-ce que ça ne peut pas être quelque chose de mis en place dans des entreprises, comme on peut l'avoir dans les écoles, ou aussi peut-être une journée spécifiquement, parce que vous parlez d'information, alors soit une journée qui serait pour l'ensemble de la population sur justement pour appréhender les risques particulièrement. Bon. Et je pense aussi à une information, parce que c'est un gros problème, c'est de savoir quelles sont les informations, comment on peut les faire passer, et surtout, est-ce qu'elles vont toucher les personnes là où on souhaiterait qu'elles les touchent. C'est-à-dire, est-ce qu'elles correspondent à ce que peut vraiment entendre la personne qui l'écoute, justement. C'est parce qu'on a eu ce souci aussi pendant cette crise actuellement. Alors, est-ce que vous avez des propositions, puisque c'est aussi comme cela qu'on pourrait faire en sorte que la personne prenne en charge elle-même tout de suite qu'elle ait elle-même une réaction notamment. Et puis, voilà, déjà, je laisserai mon collègue aussi, au cas où je reprendrai la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente et messieurs. Merci Madame Bureau-Bonnard. Monsieur Le Guen ou Monsieur Somad, vous répondez, oui, puis après je donnerai la parole. Très rapidement, Madame, on a un peu trop
vu les choses de façon un peu trop légère. J'imagine bien que, notamment, on voit la prise de conscience sur le changement climatique, par exemple, qui devrait permettre, dans telle et telle, pas forcément sous une forme unique au plan national, mais sous des formes localisées, justement, de mener des exercices presque en temps réel. On pourrait tout à fait imaginer un jour que la région parisienne se pose le problème de la grande crue de la Seine, qu'il y ait un jeu, entre guillemets, et peut-être qu'il faut d'ailleurs accepter de l'idée de jeu de ce point de vue. Il y a beaucoup de jeux virtuels, notamment, enfin bref, ça correspond à une culture actuelle. Donc on pourrait tout à fait essayer de construire des exercices. Ils existent avec les professionnels. Je me souviens avoir vu, peut-être vous l'avez vu aussi, au métro Invalide, il y a des simulations d'attentats où on voit arriver, on se dit qu'est-ce qui se passe, il se passe que c'est un exercice, c'est très bien, etc. Mais ça touche essentiellement les professionnels. Mais pourquoi ne pas élargir une autre région que je connais un peu, le département des Landes, il y a des problèmes d'incendie. Pourquoi ne pas jouer au jeu d'un risque d'incendie, etc. Et on pourrait, en commençant notamment sur les phénomènes climatiques, avant de parler d'autres choses plus malveillantes, j'allais dire, on pourrait commencer à avoir cet élément. Alors, il y a quand même des choses qui évoluent. Je sais, par exemple, moi, je milite avec le professeur Uzan. Vous pourriez peut-être d'ailleurs l'interroger d'une façon ou d'une autre. Il veut créer à la Salpêtrière un grand centre de crise et d'apprentissage de la crise et de virtualisation de la crise sur la problématique attentat. L'hôpital de Salpêtrière a été, comme vous l'imaginez, très sollicité au moment du 13 novembre 2015. Et là, il y a une réflexion qu'il veut mener justement pour former l'ensemble des personnels, pour faire la congruence entre police, pompiers, ambulanciers, services hospitaliers, etc. Bon, voilà, ça avance quand même. Il y a des initiatives qui sont prises. Mais je pense que vous avez raison de suggérer qu'il puisse y avoir, avec un peu de créativité, des exercices qui mobilisent la population en s'appuyant notamment sur toutes les problématiques dites d'adaptation au changement climatique ou de risque climatique, qui sont des choses qui sont très vécues par la population, me semble-t-il, d'ores et déjà, même s'il n'y a pas toujours les... Oui, juste pour dire deux choses. La première, effectivement, c'est qu'il y a une journée, normalement, c'est le 13 octobre, une journée mondiale sur ce sujet-là, mais qui n'est pas vraiment en France très développée, on va dire ça comme ça. Mais indépendamment de cela, la participation des citoyens aux exercices, même aux exercices entre guillemets professionnels, parce que les professionnels, ils jouent dans un milieu avec des civils, ça me semble extrêmement intéressant, une voie prometteuse, mais qui n'a jamais été possible parce que justement l'État faisait son truc dans son coin. Enfin, je ne veux pas être méchant, mais c'est un peu ça. Prenez un exemple, c'est les PPI nucléaires. On a augmenté à 20 km, vous savez, ce qu'on appelle les plans particuliers d'intervention nucléaire et les zones d'évacuation. Ça représente 20 millions de personnes. Trouvez-moi un PPI nucléaire où on fait jouer la population. Allez voir l'agence, enfin pas l'agence, l'association des CLI, des comités locaux nucléaires. Je pense que ça serait intéressant que vous sous-ditiez aussi Monsieur Lheureux là-dessus. C'est consternant. La mauvaise préparation des populations autour des sites nucléaires. C'est consternant, faut le dire. Donc, si vous voulez, vous avez des tas de sujets comme ça. Mais c'est la même chose pour la crue de la Seine, c'est la même chose, parce qu'on n'explique pas aux gens les enjeux. On ne leur explique pas qu'il n'y aura plus un pont qui fonctionne. Mais il faut dire les choses. Mais les choses, elles sont anxiogènes. Bah oui, elles sont anxiogènes, parce que la situation est anxiogène. Donc il faut avoir un langage de vérité. Je pense que vous ne pouvez faire que de la résilience que si vous avez un langage de vérité et de transparence. Donc le problème de la vérité et de la transparence, on vous dit, ah ben oui, non, mais il ne faut pas en parler, c'est anxiogène. Alors, là, vous faites plus rien. C'est fini. Il faut être anxiogène si vous voulez que les gens s'occupent de leurs problèmes de résilience. S'ils ne sont pas angoissés parce qu'ils disent, ah oui, c'est vraiment un sujet sérieux, bah, il ne se passera rien. Donc je suis désolé, l'anxiogène, c'est bon. C'est comme le stress qui vous fait réagir positivement. En tout cas, on peut au moins mettre théoriquement tout le monde d'accord en disant... Oui, on pourrait mettre tout le monde d'accord, me semble-t-il, en disant qu'on pourrait commencer, il y a matière, déjà à prendre en charge les risques que la population globalement a déjà repérés, etc.
parce que je pensais beaucoup à ce que tu as dit quand je me suis exprimé. Je pense qu'il faut une pédagogie. Il faudrait commencer par la crue de la Seine avant de parler me semble-t-il. Mais bon, c'est une approche peut-être trop étatiste, mais je pense que, en tout cas, il y a matière à faire quand même sur les sujets que tu as abordés. Mais voilà, je pense qu'il faudrait de l'imagination et de la volonté et des moyens pour introduire dans le vécu, donc je rejoins tout à fait, dans le vécu, voilà, ce type d'attitude. Voilà, je pense qu'on pourrait faire mieux que ce que l'on connaît, le risque d'attentat au métro invalide, qui est très utile, mais on pourrait élargir ça un petit peu. Merci à tous les deux. Effectivement, quand on voit la réaction à petite échelle des parents d'élèves quand on fait des exercices d'intrusion dans les écoles, ça donne du fil à retordre aux maires. Bien sûr, les crues de la Seine, Monsieur Bonnetan, nous vous écoutons. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur. Moi, j'ai quelques petites questions assez pragmatiques. D'ailleurs, vous avez répondu en partie déjà à certaines. Vous savez s'il existe d'autres organisations, des think tanks ou des instituts de recherche qui travaillent sur le même sujet que vous? Et si oui, est-ce que vous travaillez en réseau avec eux? Est-ce que vous échangez? Et est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont proposées dans d'autres pays qui fonctionnent et qu'on pourrait peut-être reprendre déjà et adapter à notre situation à nous? J'aimerais savoir également comment vous travaillez sur les grosses crises, des méga chocs, comme vous appelez tout à l'heure, qui sont heureusement jamais survenus. Donc comment vous mettez les paramètres? Est-ce que vous intégrez par exemple le fait qu'il y ait un blackout total, qu'on ne peut plus communiquer, etc. Mais donc, quels sont vos critères au départ pour essayer de simuler ça? Parce que par définition, c'est pas survenu, heureusement. Vous avez parlé tout à l'heure d'impliquer, de former les gens. Je pense que, à mon avis, en effet, il faut impliquer, même si les décisions se prennent en amont, au haut de la pyramide, former, impliquer en fait tous les échelons, parce que je ne vois pas trop à quoi ça sert si on a tous les hôpitaux très bien équipés et que les enfants ne savent pas se mettre sous les tables communautaires comme ils font au Japon, par exemple, parce qu'on ne va pas récupérer beaucoup de gens à sauver. Bon. Donc ça veut dire que vous avez réfléchi sans doute à ce type de problématique. Donc qu'est-ce que vous préconisez pour que justement ce soit efficace globalement? Pas un échelon donné, pas peut-être tout en haut ou juste à un niveau, par exemple, des pompiers ou autres, mais que globalement, voilà, on soit efficace. Merci. Pour répondre à votre question, je pense qu'il y a je résumerai ça en un seul mot, ça s'appelle la doctrine. Nous manquons de doctrine. Si vous allez aux États-Unis, qui est un pays qui écrit beaucoup parce qu'il planifie beaucoup et qu'il est peut-être un peu rigide dans sa planification, mais il y a ce qu'on appelle le National Response Framework Plan. Le National Response Framework Plan, c'est l'organisation de l'État en crise avec tous les scénarios essentiels. Et après, il y a des systèmes de gestion de la crise, qu'on appelle l'Incident Command System, etc. etc. C'est beaucoup plus développé architecturalement parlant, intellectuellement, structurellement parlant. Donc, on ne verrait pas, par exemple, comme nous avons vu pendant la crise Covid, l'organisation de la CIC changer de tout au tout en 24 heures. Parce que les gens, ils ont été formés pendant des années sur des structures, sur des moyens, sur des capacités. Bon, voilà, donc, par exemple. Donc, je pense que ça, c'est très important. Il faut écrire une doctrine. Pour ça que, mais pas seulement une doctrine intellectuelle, si je peux me permettre. Il faut faire une doctrine organisationnelle et technique. Il faut la décliner. Sinon, on aura un beau texte, comme on sait très bien les faire en France, d'ailleurs, très intelligent, des très beaux rapports, mais quand vous allez le décliner sur le terrain, il n'y a rien, quoi. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, vous n'avez toujours pas vraiment de texte très précis qui vous définit un centre opérationnel départemental. Voilà, il y a des morceaux dans un coin, mais il n'y a pas de recueil vraiment très précis. Alors, il y a eu des guides méthodologiques qui ont été faits pour certains aspects, mais c'est pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très structuré par rapport à d'autres pays. Donc ça c'était le premier point. La question d'avant que vous aviez posée, c'était les think tanks. Voilà. Alors les think tanks, il y en a pas beaucoup comme nous, c'est vrai. Bon, d'abord on est petit, hein, c'est 5 permanents, 2 stagiaires. Et vous avez posé une question qui est intéressante sur comment on structure les crises, comment on les qualifie. Alors nous, c'est une question qu'on s'est posée il y a 5 ans déjà, plus de 5 ans, et on a créé une grille sur tous les risques
pour mélanger, si vous me permettez, les choux et les carottes et donner des cotations par rapport aux éléments. Donc on a fait une grille, c'est d'ailleurs une grille qu'on a remise dans le rapport du SGDSN, et une grille qui prend tous les grands risques majeurs, de toute origine, et en fonction des conséquences, on attribue des niveaux. Et à partir de ces niveaux-là, nous, on les qualifie dans nos veilles, puisque un des gros travaux que nous avons, c'est que nous avons 3 personnes qui travaillent 7 jours sur 7 sur une veille permanente sur les risques en France et à l'international, que nous publions. Vous y abonnez, vous allez voir, c'est extraordinaire. Voilà, donc on a à peu près 40 articles qui sont sélectionnés sur tous les supports du monde, alors 40 en France et pour les supports français, et puis une trentaine sur les supports mondiaux, avec des plateformes web, SaaS, qui sont très, très dynamiques. Voilà, et on a aussi des plateformes qui nous permettent de suivre dynamiquement les crises avec des systèmes automatiques liés aux réseaux sociaux ou liés à la cartographie, etc. Donc on a travaillé cette qualification, parce que vous avez raison, il y a un problème de qualification qui est importante. Alors, il n'y a pas beaucoup de think tanks, mais il y a des instituts de recherche. Voilà. Vous avez Polytechnique de Milan, vous avez Fraunhofer en Allemagne, voilà, vous avez ça se rapproche plus de l'université souvent. Et en France, c'est pas, si je peux me permettre, et sous ton contrôle, la France, même au plan académique, n'est pas extrêmement structurée. Hein. Il y a des choses, évidemment, dans les écoles d'ingénieurs, etc., sur tout ce qui s'y rapporte, mais l'académie du risque, ça n'existe pas. C'est le problème, c'est que c'est extrêmement sectorisé. Vous avez des gens qui vont faire du risque industriel. Les mines de Paris sont excellents. Vous avez l'école des mines d'Alès qui fait aussi dans l'organisationnel. Vous avez X masters en sécurité défense. Là, je vous en parle pas. Il y en a 13 à la douzaine. Mais chacun a son propre programme vu par le prisme de son professeur. Etc. Il n'y a pas de cohérence, si vous voulez, dans l'ensemble du dispositif. Ça, c'est clair. À l'académique, il n'y a pas de cohérence. Ça, c'est clair. Beaucoup de transversalité. Ni de cohérence, ni de transversalité. La culture de la transversalité est très faible. Il y a une culture technique très forte, plutôt très forte, mais pas de culture de la transversalité. Merci. J'ajouterais une culture que nous partageons dans le monde médical, mais qui n'est pas si fréquente que ça, hormis dans le monde militaire, qui est la culture de l'évaluation des actions réalisées. On appelle les 3 alphas dans le monde militaire, mais qui, nous, dans le domaine médical, est permanent. Mais dans le monde civil, c'est un sujet qui est assez peu... Et dans le domaine politique, n'en parlons pas. Non, mais c'est les retours d'expérience. Voilà. Alors moi, j'avais une question à vous poser par rapport aux travaux du SGDSN, qui réalise actuellement une mission en parallèle à la nôtre, avec une nécessité à rendre ces travaux un petit peu plus précocement d'ailleurs que nous. Est-ce que vous avez été auditionné On a été, je parle sous le contrôle de Christian qui sait ça mieux que moi, mais on a été, 1, auditionné, 2, sollicité même pour travailler sur un petit aspect du sujet. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on appelle une entreprise d'importance spécifique, c'est-à-dire comment faire le distinguo, c'est le mot qui a été employé qui est très mal passé, c'est les entreprises essentielles. Voilà. Le mot qui évidemment a beaucoup choqué pendant la crise pandémique. Donc maintenant on peut aborder cette question-là, sur quels critères et comment, etc. En 2 mots, le GDSN nous a demandé une étude pour imaginer qu'à côté des opérateurs d'importance vitale, qui est un statut particulier, avec beaucoup de confidentialité derrière, etc., en fait, ces opérateurs, pendant la crise, on s'est aperçu qu'ils avaient des problèmes parce que leurs sous-traitants n'étaient pas dotés de plans de continuité d'activité sérieux, n'étaient pas dotés de structures de gestion de crise et ont failli dans la fourniture d'un certain nombre de services essentiels pour ces opérateurs d'importance vitale. Donc il y avait déjà cette question-là, comment on peut renforcer le concept d'opérateur d'importance vitale dans la supply chain, si je peux exprimer ce mot, voilà. Et puis d'un autre côté, il y a un certain nombre d'activités tout à fait spécifiques. Je prendrai le cas des masques, par exemple, qui ne sont pas des opérateurs d'importance vitale, mais dont on a bien vu que la nécessité et la criticité à certains moments, à partir du moment où on avait décidé de plus faire de stock. Donc, mais il y en a d'autres. Il y a eu le transport frigorifique à très basse température, il y a eu les transports
transport, logistique, oui, voilà, etc. Donc tous ces aspects-là font penser au SGDSN qu'il y a peut-être une place pour un nouveau statut d'entreprise. Alors nous, on a appelé ça activité d'importance spécifique. Est-ce que ça sera repris ou pas? J'en sais rien. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un nouveau statut avec qui soit moins contraignant, mais qui permette aux opérateurs d'importance vitale et à certaines filières d'avoir quand même un niveau de sécurité, un niveau d'exigence un peu plus élevé qu'aujourd'hui. Si je peux me permettre, ce rapport a été très justement demandé. Et, il aura lieu quand il aura lieu, et le vôtre également. Bon. Sauf que vous arrivez dans une période qui n'est pas propice à forcément le débat serein et la construction d'une politique à moyen terme. Or, je pense que vous allez déboucher sur un certain nombre de propositions, me semble-t-il, peut-être le SGDSN aussi. Bon. Et donc, il faut que, si je peux me permettre, parce que je pense qu'il y a vraiment un sujet très important, vraiment, surtout quand on réfléchit au monde tel qu'il est aujourd'hui, sa complexité, le changement climatique, les risques géopolitiques. On n'en a pas parlé, mais vous imaginez bien que c'est très présent dans notre réflexion, tous les problèmes de cybersécurité, etc. Enfin bon, et en plus une population qui est soumise à l'angoisse, donc aux angoisses avec des S. Donc ça veut dire que vraiment, il y a une réponse de politique publique à faire, sachant qu'elle n'est pas spontanément attendue. Le jour où vous allez sortir le rapport, quel est le journaliste qui spontanément va dire c'est un truc fondamental, etc., etc. Donc il y a tout un travail à faire, il faut que vous y réfléchissiez, de façon à donner une ampleur particulièrement... Enfin, que ça ancre, que votre rapport et que votre travail, et celui du SGDSN, soient ancrés dans la réalité à venir des pouvoirs publics. C'est bien de ça dont il s'agit. Je crois qu'il faut qu'on puisse libérer, nous tous, mais singulièrement Christian Somat qui a un train à prendre. Dans une heure. Voilà. D'accord. Une question à mon collègue veuille reprendre la parole. Juste sur l'index de résilience nationale, mais vous pouvez aussi nous faire une réponse écrite. Pardon, de résilience territoriale, pardon. Ah oui, alors la résilience territoriale, effectivement, dans le label, c'est 400 questions. Donc, vous voyez, c'est important. On l'a créé plus pour les villes moyennes et les grandes villes que les petits villages, on va dire les choses. D'ailleurs, on réfléchit à un nouveau système pour les petits villages, c'est-à-dire moins de 1000 habitants, quoi, on va dire 1000 habitants aux alentours. Donc, c'est un système qui marche par socle, qui correspond exactement aux demandes du plan communal de sauvegarde, stricto sensu, et puis ensuite des capacités. Et les capacités permettent d'avoir des étoiles. Et donc, la 4e étoile, c'est qu'on a toutes 3 étoiles pendant 4 ans. Voilà. Et donc, on a un certain nombre de villes. Et aujourd'hui, on a les bons élèves. Et nous espérons, avec l'annonce de Madame la ministre de l'écologie, pouvoir développer, s'il nous donne un peu plus de moyens. Parce que, côté moyens, nous sommes un peu limités. Ça fait 10 ans qu'on porte ça. Et c'est très difficile parce qu'on a les bons élèves, mais on a beaucoup plus de mal à convaincre les autres. C'est sur la base du volontariat. L'état actuel des choses, c'est une autoproclamation sollicitée par nous. Enfin, voilà. Oui, non, c'est purement... qui ont particulièrement le sujet et qui s'impliquent et qui font les efforts que cela... Le retour de la population, ils doivent avoir un retour plutôt positif, mais en même temps, il est à l'image de ce qui est la culture de la résilience, c'est-à-dire quelque chose de naissant et qui n'est pas installé dans le débat social et politique français. Je propose, monsieur le directeur général, que vous nous quittiez. Et monsieur le président, vous pouvez rester avec votre assistante si nous pouvons encore procéder à 1 ou 2 questions. Ce qui va être assez rapide, je vous rassure. Et je viendrai allumer votre micro si ça ne va pas. Pardon. Bon, mais c'est pas grave. Je voulais avoir quelques précisions pour M. Somat, mais... Non, allez-y, vraiment. Je pense que le président se chargera de ça. Non, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit. En tout cas, merci encore pour vos éclaircissements. Merci, monsieur. Une chose, c'est que je vous merci, laisser ma carte. oui. Comme ça, Vous ne savez pas ce que vous faites là. J'ai pas eu les petits livrets, mais j'en Merci avais, bien. merci.
Vous avez parlé tout à l'heure de système américain ou avec une doctrine et puis que tout était bien écrit, etc. Mais si ma mémoire est bonne, la gestion de la crise de la Covid au départ n'était pas comme exemplaire. Et j'ai l'impression que justement que quand on arrive à une situation qui est imprévue, qui n'a jamais été vécue, etc., c'est compliqué. D'autant plus que les pays qui s'en sont le mieux sortis cette fois-ci sont principalement ceux qui ont été frappés par le SRAS il y a quelques années et qui ont mis en place des petites choses et qui ont tout de suite réagi avec des bons réflexes. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, les bons résultats, entre guillemets, ont perduré, mais j'ai l'impression que, bon, voilà, Donc, est-ce qu'il ne faut pas... D'abord, ma question, donc, c'était, est-ce que l'histoire d'avoir une belle doctrine bien écrite, etc., suffit? Apparemment, non. Et du coup, est-ce que ce n'est pas justement des exercices de grande ampleur qui pourraient donner des bons réflexes aux gens, quitte à ce que l'exercice auquel on a préparé les gens ne soit pas exactement la même chose que l'événement qui se produit? Il est absolument clair que, comme sur beaucoup de sujets, quand vous allez étudier aux États-Unis, vous trouvez des choses qui sont extrêmement intéressantes. Parfois même des administrations qui ont développé des process qui sont très intéressants. Le problème, c'est que sur ce sujet, c'est comme sur d'autres, par exemple, la présidente sur les questions de santé, les États-Unis ont des pensées stratégiques qui sont de très haut niveau, que ce soit au plan technique ou au plan politique, mais dans la mise en pratique, ça ne se suit absolument pas pour différentes raisons. Les conflits puissants qui existent au sein des États-Unis, l'incapacité de leur population à accepter, d'un certain point de vue, ces discours, le morcellement de l'État à travers les différents États, etc., la complexité de la situation américaine, font que sur ce sujet comme sur d'autres, ils ont des incapacités à un moment ou à un autre à appliquer les choses. Et donc, on n'a aucun scrupule à aller voir ce qui peut se passer dans les universités ou les instituts américains où il y a des choses qui sont très intéressantes et on ne regarde pas forcément ce qui se met en pratique du côté... ça c'est le premier élément. Deuxièmement, là aussi, il faudra un retour d'expérience au plan mondial et on n'est pas encore à la fin de la partie. Je pense qu'il peut y avoir... on voit par exemple que la stratégie du Covid 0 est extrêmement difficile à tenir et potentiellement, à mon avis, intenable. Par exemple, mais il faudra en retenir... tous les épidémiologistes occidentaux, pas tous d'ailleurs, mais disaient, de toute façon, on n'arrête jamais une épidémie, elle passe. On peut la retarder, on peut la contrôler, mais elle passe. Ce n'est pas la pensée politique de tout le monde. Il y a des gens qui pensent spontanément qu'on peut s'en exclure. Je pense que ça sera très difficile. Parce qu'il y aura toujours dans le monde entier une problématique d'endémie, si ce n'est d'épidémie. Je dis ça pourquoi? Ce n'est pas pour parler de la problématique du Covid, c'est simplement pour voir qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse au retour philosophique et qu'on éduque la population sur des critères qui ne sont pas simples, c'est-à-dire dire qu'une épidémie, ça passe toujours. On a vu la crispation, en partie légitime d'ailleurs, sur la question des frontières au début de l'épidémie, parce que, à mon avis, c'était légitime pour retarder l'épidémie, et on a eu l'occasion, vous vous souvenez de certains événements au début de l'épidémie, monsieur le député, où on avait eu l'occasion de parler de la nécessité de ralentir la progression de l'épidémie, mais à contrario, on ne l'évite pas, à mon avis. Et donc, je dis ça, encore une fois, c'est pas pour parler de l'épidémie, c'est pour parler de la réflexion et de la gestion de crise, des principes d'une gestion de crise, et de la manière dont on parle à la population pour expliquer des choses qui sont complexes, puisqu'elles peuvent être apparemment contradictoires. On peut avoir des contrôles aux aéroports qui sont meilleurs que ceux qu'on a eus au début, tout en sachant qu'à un moment ou à un autre, l'épidémie, de toute façon,
passera. Bon, voilà, je ne réponds pas complètement à votre question, mais... Madame Bureau-Bonnard. Madame la présidente, merci. Par rapport, tout à l'heure, il a été dit que, par exemple, le préfet était celui sur le territoire, en tout cas sur le département, qui était à la gestion et que c'était peut-être un peu compliqué. En tout cas, peut-être c'était pas suffisant, puisque évidemment, au niveau de la préfecture, ils ne pouvaient pas peut-être gérer, notamment pendant la crise de la Covid. Bon, mais en même temps, c'est vrai que il faut bien à un moment ou un autre que justement que ça ne soit pas simplement au niveau de l'État ou d'un organisme particulier. Il faut que ça se diffuse dans les territoires. Donc le préfet paraît paraît quand même être la personne qui peut faire diffuser justement jusqu'au maire, puisqu'on parlait aussi des maires qui aient peut-être été complètement à côté de ces éléments de risque. Moi, je parle de la cybersécurité, par exemple. En tout cas, c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours au point sur cette défense particulière qui peut pourtant handicaper une bonne partie de leurs actions ou d'un jour à l'autre. Et il faut bien donc qu'il y ait une personne qui puisse la diffuser. Est-ce que c'est simplement parce que c'était un nombre d'informations, ou en tout cas on se retrouvait avec un lot d'informations, ou en tout cas d'éléments qu'on ne connaissait pas suffisamment et c'était trop compliqué à ce moment-là par une préfecture simplement de le gérer? Ou est-ce que c'était... Et donc, il faut mettre quelque chose en place différemment. Et justement, par rapport à vous-même, particulièrement, du Haut Comité français pour la résilience nationale, est-ce que vous avez été sollicité dès le départ ? Est-ce que vous aviez, par exemple, parce que vous avez quand même un regard depuis de nombreuses années, il y a des éléments, il y a un regard justement sur les organisations possibles en cas d'accident particulier. Est-ce que vous avez été sollicité ou est-ce que ça peut être, ou simplement c'est parce que vous êtes plutôt sollicité pour trouver ensuite des solutions à ce qui pourrait nous arriver par la suite? Merci. Non, on n'a pas été sollicité. Ne serait-ce que parce qu'on est rentré dans la crise, je parle là des pouvoirs publics, et c'est pas nous tous plus exactement, on est tous rentrés dans la crise sans savoir que c'était la crise et sans savoir comment et combien, jusqu'où elle pouvait aller, etc. Bon, et puis parce que l'État a la prétention, en partie justifiée en plus, de savoir, d'être préparé, d'être celui qui est mandaté pour réagir. Bon. Je ne suis pas sûr qu'on aurait pu tenir des discours totalement géniaux. On n'est pas épidémiologiste et encore moins virologue. Donc, voilà. Mais la seule chose qu'on aurait pu dire, c'était justement les principes fondamentaux qui est d'associer la population, etc. Bon. J'aurais pu le dire plus tôt parce que moi, j'ai fréquenté en son temps le Haut Conseil de santé publique qui a théorisé le fait que... par exemple, les masques ne servaient à rien en matière d'épidémie. Parce que, je sais d'autant plus que j'ai tenu pour partie ce discours. Ce discours est un discours qui ne tient pas compte de la réalité de la population. Parce que c'est sans doute vrai d'un point de vue strictement biologique. Monsieur le député Tan porte un masque, vous aussi, vous me protégez, mais en même temps, vous n'êtes pas vous-même protégé réellement par ce masque. Bon. Donc... mais en même temps, c'était bête de ne pas comprendre que la population ne pouvait pas accepter, d'un certain point de vue, ce type d'attitude spontanément. Bon. Donc, ça, c'est savoir si on a été... Par ailleurs, on est une petite association, on vous a dit nos moyens, et puis même la reconnaissance, c'est pas simple, que ce soit vis-à-vis du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Environnement, les choses progressent, mais il y a souvent des crispations de l'administration. Bon, voilà, et notre voix, elle est ce qu'elle est. Hein. Bon. Alors, votre deuxième question était... Voilà, les préfets. Alors, non, je pense que Christian Somade a parlé des préfets, mais au sens où c'était un moment où on parlait de la personnalisation de la problématique du pouvoir. Je pense que les préfectures restent un endroit tout à fait fondamental. Et donc le préfet animant, la seule chose, c'est que
on n'a pas l'impression, et ce n'est pas une critique, mais cette problématique de la gestion de crise, elle n'est pas complètement appréhendée au niveau de la préfectorale, au sens où, autour du préfet, ici, il va réunir le directeur de la gendarmerie, etc., etc. Mais il n'y a pas cette gestion, il n'y a pas cette mise en commun. Et d'ailleurs, lui-même n'est pas assisté, à ma connaissance. Il reçoit des ordres nombreux et parfois contradictoires, et en tout cas pas forcément avec une façon très pédagogique de le faire. Mais il n'est pas fondamentalement soutenu par des équipes qui peuvent répondre à ces questions de façon plus pédagogique, de façon plus transversale, etc., etc. Donc je pense qu'il y a toute une... c'est-à-dire que ça ne peut pas reposer que... Si ça ne repose que sur des individus, ça veut dire que la question essentiellement est un problème d'autorité. Si on pense que ce n'est pas simplement de l'autorité, mais de la perfusion d'un certain nombre de comportements, d'attitudes à faire diffuser dans l'ensemble de la société. Alors on voit bien que c'est évidemment la responsabilité de l'autorité du préfet, mais dans un collectif plus large qui permet de diffuser. Et lui-même, le préfet, est assisté par un collectif plus large, et pas simplement par une circulaire du ministère de l'Intérieur. Lauriane, peut-être Simplement signaler qu'on a quand même été sollicité par un certain nombre de nos membres, qu'on a, dès le tout début de la crise, abreuvé d'informations, mais synthétisées, qu'ils pouvaient, notamment les entreprises, transmettre directement à leur direction générale. On a été vraiment remerciés pour ça, également pour la sensibilisation qu'on avait pu faire précédemment lors de la crise H1N1. Et petite anecdote, mais les stagiaires du Haut Comité français pour la résilience nationale ont, pour certains, alimenté le chorus, étaient vraiment aux manettes pour le suivi de la crise. Et ça, c'est un point fort parce qu'ils avaient appris à veiller ces sujets-là avec nous. Et on a donc pu soutenir le ministère de la Santé avec des forces vives concernant la crise. Voilà, vous avez un exemplaire d'ailleurs des 2 rapports que nous avons réalisés qui sont un devoir de mémoire, donc à côté de monsieur, je vous les remettrai tout à l'heure. Ils sont diffusés sur notre site internet, téléchargeables en PDF également. On a fait aussi une diffusion de ces suivis de manière publique sur les réseaux sociaux pour que ça profite au plus grand nombre. Oui, la pression de Lauriane était très importante. Je parlais, moi, des pouvoirs publics au niveau de la gestion de crise. Mais Et le travail, franchement, du Haut Comité, vous pouvez le regarder comme ça, expertiser même rapidement, que ce soit la gestion quotidienne ou de ce type. On est quand même, c'est assez unique ce travail. Je ne connais pas beaucoup de structures qui fassent ce type de travail. Merci, monsieur le député. Est-ce que, par rapport à la crise sanitaire, avec madame Bureau-Bonnard, nous avons eu une expérience assez malheureuse avec la réserve sanitaire, qui s'est avérée, en fait, très, très vite, totalement inopérante, avec un outil informatique complètement inadapté à un nombre d'inscriptions brutales, en fait, puisque, de mémoire, je crois que ce sont 30 000 soignants qui se sont inscrits la première semaine, dont nous n'avons jamais réussi à être mobilisés, ni l'une ni l'autre. Bon, moi, je me suis j'ai été mobilisée par mon directeur régional d'ARS, et c'est là où je rejoins assez votre point de vue, monsieur Le Guen, c'est que quand on a 2 entités de décision qui sont différentes et où en fait finalement le préfet terrestre est obligé de réaliser les réquisitions que le directeur régional d'ARS a négocié avec les ordres, par exemple, quand on a besoin de personnel supplémentaire dans les EHPAD, les hôpitaux, etc., on se dit qu'il y a un petit sujet quand même. Il y a un problème de responsabilité et d'autorité, et qu'il faut peut-être aussi repenser complètement la mobilisation de ces énergies, parce que là, vous citez un exemple très concret où vous avez pu mettre sans doute quelques agents à disposition. Mais finalement, comment est-ce qu'on fait pour que chaque ministère ait son volant opérationnel mobilisable à tout moment ? Écoutez, là, pour le coup, je pense que vous mettez du doigt un vrai problème qui devrait être souligné par les fameux retours d'expérience qui devraient être menés. Nous, on a demandé à faire des retours d'expérience. Alors, on n'a pas terminé encore avec cette crise, mais par exemple, avec l'Institut Montaigne, on est ensemble pour essayer de mener. On a quelques difficultés à obtenir la présence des différents départements ministériels. Alors, comme je comprends aussi, quand en plus vous avez la menace judiciaire qui vient
se surajouter à tout ça, et qui d'ailleurs interdit le retour d'expérience, ou du moins le gêne de façon considérable. C'est quelque chose d'important. Il y a une... On pourrait même dire, si demain on demandait à un ministre de venir parler du point tout à fait précis et concret, on pourrait lui dire, mais alors monsieur le ministre, mais comment ça, vous n'y avez pas pensé avant, et quel effet ça a eu? Je pense cet exemple, mais il y en aura plein d'autres. Et voilà, et donc il préférera attendre les 6 ou 7 ans de l'instruction judiciaire auquel, visiblement, je vais me permettre un petit plaisir. Les 40 inspecteurs de police qui ont débarqué chez lui à 6 heures du matin ont sûrement contribué à améliorer le retour d'expérience et l'avenir des politiques publiques dans ce pays. Et avec une extinction de la procédure à la fin de la pandémie qui sera peut-être dans 10 ans. C'est quand même assez fort pour être souligné aussi. Ouais. Monsieur le... Merci Madame la Présidente. Une dernière intervention, peut-être 2 petites réactions. Effectivement, je pense que la judiciarisation de la politique, à mon avis, est un gros problème de résilience parce que ça va pousser les décideurs à ne pas prendre des risques, parfois qui sont nécessaires pour prendre des décisions. Et une petite réaction aussi par rapport à la stratégie pandémique, que ce soit ralentissement ou éradication. Je pense que tout est question de dosage par rapport à ce que nous sommes prêts à consentir comme adaptation de notre mode de vie. Aujourd'hui, on a été confronté à un virus avec un faible taux de létalité quand même. Si un jour nous sommes confrontés à un virus avec un taux de létalité plus important, peut-être que nous devrions prendre des approches beaucoup plus radicales pour tendre vers des éradications, enfin pour l'enrayer totalement. En tout cas, et je me propose juste de terminer avec les 3 questions et peut-être vous pourrez répondre sur l'ensemble. J'aimerais finir par vous poser la question de savoir si vous pensez qu'en France, la catastrophe majeure est politiquement envisagée d'une certaine manière, dans le sens où on a des grands ministères qui ont une culture de l'urgence, que ce soit le MAE, le ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur, mais le SGDSN n'est pas vraiment un outil de commande en tant que tel, c'est plus un outil de planification. Et finalement, vous nous faites part, en tout cas votre directeur général, d'une faiblesse en matière de doctrine. Et quand on regarde y compris les moyens, les contrats opérationnels, par exemple des armées, le plus haut du contrat opérationnel, c'est l'hypothèse d'engagement majeur, c'est 21 000 hommes en 6 mois. Ce qui reste, sur les effectifs des armées, on va dire 10% des effectifs des armées. Donc je me demande si la perception d'un État fort et en plus le fait que nous sommes dotés de la dissuasion ne nous prive pas politiquement de penser l'engagement ultime, comme le font par exemple les pays scandinaves, qui eux ont réfléchi à des plans d'engagement majeur de leur société pour faire face à leurs voisins encombrants. Donc ça, c'était la première question. Est-ce qu'on pense vraiment l'engagement, la catastrophe majeure d'une certaine manière, incluant les forces de sécurité intérieure, les OIV, les citoyens? Deuxième question, sur le portage politique de la gestion de la crise. J'ai appris récemment, avec le décès du ministre russe, qu'il existait un ministre russe des situations d'urgence. On peut se poser la question en France de dire, OK, on a des ministères qui ont les cultures d'urgence, mais qui pilotent vraiment les situations d'urgence? Est-ce qu'il faudrait une gouvernance plus affirmée à ce sujet-là? Je me posais la question aussi, pour tout vous dire, en début de mandat, de ce que vous signifiait l'évolution du ministère de la Défense nationale vers le ministère des Armées. Sachant que Défense nationale a bien entendu une signification beaucoup plus large de la défense globale, alors que le ministère des Armées, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est presque le ministère des opérations extérieures, en tout cas qui se restreint au champ purement militaire. Et puis, dernière question, peut-être qu'il serait intéressant d'avoir de votre part un retour sur quels sont, selon vous, les pays les plus intéressants en matière de résilience, puisqu'on en est à planifier peut-être 1 ou 2 déplacements, et quels sont, selon vous, les pays qui seraient intéressants à avoir en matière de culture de résilience? Je laisserai Lauriane répondre à cette 3e question, encore que j'avais répondu en partie en disant que les États-Unis sont intellectuellement très intéressants et que la Chine met en place un système qui va devenir quasiment unique. Et voilà, maintenant, je n'ai pas l'impression que vous pourriez aller en Chine avant la fin de votre mission. Sur le premier sujet, Christian Sommade est intervenu dans sa première intervention pour souligner qu'à sa connaissance, il n'y avait pas de préparation de travail autour de la problématique
de quelques risques extrêmes, majeurs. On a des risques très importants, hein, mais la catastrophe systémique lourde n'est pas envisagée à notre connaissance. Elle doit peut-être l'être sur certains risques au ministère de la Défense, parce que je pense qu'ils ont plus de temps, y compris pour faire ça. Je pense que le reste n'existe pas. Et en tout cas, il n'est pas élaboré avec un minimum d'ouverture à la société. Minimum. Donc c'est la première. Et la deuxième réponse étant sur la question de l'organisation ministérielle. Je pense qu'effectivement, je ne suis pas convaincu de l'existence. Enfin, je ne suis pas convaincu. Je pense qu'il faut que simplement ces missions soient présentes pour partie au SGDSN, pour partie au Premier ministre, car c'est quand même des choses qui sont très interministérielles. Si vous nommez un ministre lambda qui risque d'être quand même un secrétaire d'État, j'ai rien contre les secrétaires d'État, j'étais secrétaire d'État, il risque de ne pas avoir beaucoup de poids sur l'intergouvernemental, etc., etc. Au passage, il y a une vraie réflexion que nous avons tous posée sur la problématique de l'investissement, la résilience, le temps long, etc., qui n'apparaît en aucune façon dans la problématique budgétaire française. Et s'il n'y a pas de prévention en France, c'est aussi parce que le financement de la santé vient de la sécurité sociale et que pour des raisons que chacun connaît, il y a une annualité budgétaire. Et donc, évidemment, on a tendance à rogner toujours sur la problématique préventive quand il faut satisfaire les besoins de l'année qui vient. Bien. Et le retour sur investissement n'étant pas intégré dans la problématique. Donc ça, il y a une réflexion à avoir, peut-être au niveau budgétaire, au niveau procédural. C'est ce qui fait la prolifération des lois de finances, des lois de financement, des lois de programme. Bon, mais ça a ses limites, parce que enfin voilà, on voit aussi les limites qui existent. D'ailleurs, Bercy disant non, je ne veux pas de loi de programmation, puisque je veux pouvoir faire mes arbitrages annuels. Donc là, il y a une contradiction, il y a un poids de contradiction, puisque sans aucun doute, la résilience, c'est à la fois de l'argent, de l'investissement, du temps long, voire de l'aléatoire. Et est-ce que ça, c'est bien géré par l'État dans ses principes, même pas dans son fonctionnement politique, mais dans son fonctionnement institutionnel? Je ne le crois pas. Donc je pense que je n'ai pas de réponse à faire aujourd'hui, mais comment on met en place des éléments qui peuvent être des éléments comptables et budgétaires, des éléments qui peuvent être politiques, des contraintes peut-être de nature constitutionnelle. Je n'en sais rien. Je n'ai pas de réponse toute faite sur ce sujet-là, mais il y a quand même, me semble-t-il, voilà. Vous m'excuserez, moi aussi, je vais être dans une contrainte temps. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Monsieur le député, et merci Lauriane. Merci à chaque collègue et à demain.